D'accord, Alexander, parlons de la conférence de paix suisse. Ce fut un désastre complet. Même Kamala Harris n'est pas restée. Elle a prononcé son discours et est partie. Olaf Scholz est également parti rapidement. Quel désastre! Quelles sont vos pensées sur cette conférence suisse? Nous avons un communiqué. Certains pays ont signé ce communiqué très édulcoré, mais beaucoup d'autres ne se sont même pas donné la peine. C'était une honte. L'Ukraine et l'Occident collectif auraient mieux fait de ne pas le faire. C'est mon avis. Ils auraient dû l'éviter, mais ils l'ont fait quand même. Quoi qu'il en soit, quelles sont vos pensées sur la conférence de paix suisse? Je suis entièrement d'accord avec votre dernier point. Ce que cette conférence a réellement fait, c'est prouver à quel point le soutien à la question ukrainienne s'est érodé en Occident. Comparez cela à ce qui s'est passé dans les premières semaines de l'avancée russe en Ukraine en février et mars 2022. Nous avons eu un vote à l'Assemblée générale de l'ONU où environ 150 États ont voté pour exiger le retrait inconditionnel et immédiat des troupes russes d'Ukraine. C'était une résolution soutenue par l'Occident. Certains pays importants se sont abstenus, comme la Chine et l'Inde, mais cela signalait tout de même un choc et une désapprobation généralisée de ce que les Russes avaient fait. Maintenant, 2 ans et demi plus tard, ils ont décidé d'organiser cette conférence. Et ils n'ont jamais complètement expliqué quel était censé être son véritable objectif. Au départ, cela ressemblait à une formule de paix. L'idée originale, si je comprends bien, était que les Russes seraient invités à assister, mais qu'ils ne participeraient pas réellement aux discussions. Ils seraient présents dans une salle faisant partie du complexe hôtelier à Lucerne où cette conférence avait lieu. Tous les autres pays assisteraient. On s'attendait à ce que 160 pays viennent. Des invitations ont été envoyées à 160 pays. À la fin de cela, il y aurait un communiqué qui consacrerait le plan de paix de Zelensky. Ensuite, les Russes seraient appelés et le communiqué leur serait présenté comme une sorte d'ultimatum. Et on leur dirait que c'est la position de la communauté internationale et que, à moins que la Russie n'accepte de l'accepter, elle serait isolée internationalement. Toutes sortes d'autres conséquences suivraient. Cela semble avoir été le plan initial. Les Suisses étaient impliqués parce que la Suisse est censée être un pays neutre. Ils ont contacté les Russes au début de cette année et ont dit « Écoutez, pouvez-vous venir ?» Évidemment, vous allez être invité à cette conférence de paix. Cela n'a rien à voir avec les discussions qui ont été lancées en août dernier par Jake Sullivan avec une première réunion à Copenhague. C'est une initiative complètement nouvelle. Nous sommes impatients d'entendre vos points de vue. Nous voulons que vous soyez là. Les Russes étaient très méfiants dès le début et ont demandé de quoi il s'agissait. Il est devenu clair quel serait l'arrangement. À ce moment-là, Lavrov a donné une interview très intéressante à ce sujet. Il a dit aux Suisses, « Vous devez absolument plaisanter. Nous ne sommes pas prêts à participer ou à prendre part à quelque chose comme ça. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas invités et nous n'allons certainement pas assister simplement pour recevoir des ultimatums. » Voilà ce que les Russes ont dit. Ils ont déclaré qu'ils n'iraient pas. Essayer de mettre cela en scène était une erreur. Mais au moment où les Russes ont dit qu'ils n'iraient pas, la bonne chose à faire aurait été d'annuler toute l'affaire. Cependant, ils ont décidé de continuer. La personne qui a apparemment insisté pour aller de l'avant était Zelensky. Il y a eu des rapports selon lesquels, en avril, les gouvernements occidentaux ont essayé de le contacter. Il y a eu une réunion avec des ambassadeurs occidentaux où Zelensky a été informé que cette conférence ne fonctionnait pas vraiment
De moins en moins de pays y assistaient, et il y avait une opposition croissante à ce qu'ils essayaient de faire. Apparemment, il est devenu absolument hystérique et a fait une crise. Nous savons cela grâce aux Russes. Il a insisté pour aller de l'avant. Je pense que la principale raison pour laquelle il a insisté pour aller de l'avant était celle que vous avez mentionnée dans une émission que nous avons faite il y a environ une semaine où nous avons également discuté de cette conférence. Cette raison était que, mettant de côté la question de savoir s'il y aurait un soutien pour son soi-disant plan de paix, il voulait que la conférence ait lieu avec tous les grands dirigeants présents, parce que sa position en tant que président de l'Ukraine est maintenant remise en question. Les Russes disent ouvertement qu'il n'est pas le président légitime de l'Ukraine parce qu'il a annulé les élections. Ils voulaient l'accolade des dirigeants mondiaux pour montrer au monde, au peuple ukrainien et aux Russes, qu'il est le président de l'Ukraine reconnu et soutenu internationalement. Ainsi, la soi-disant conférence de paix a eu lieu. Cependant, le soutien s'est rapidement évaporé. La Chine a dit qu'elle ne viendrait pas. Beaucoup d'autres pays ont également décliné. Sur les 160 qui étaient censés assister, seulement 92 ont envoyé des représentants, ce qui est déjà une réduction importante. Des pays importants comme l'Indonésie et l'Égypte ont simplement refusé d'envoyer qui que ce soit. La Chine a également décliné de participer. Biden et son équipe ont décidé qu'il ne devrait pas y assister non plus, malgré le fait qu'il venait juste d'être en Italie au sommet du G7. Il aurait été facile pour lui de prendre un court vol et d'assister à l'une des sessions à Lucerne. Cependant, ils l'ont retiré et l'ont renvoyé aux États-Unis, où il a eu des difficultés lors d'une conférence de donateurs et a dû être aidé par Obama. Mais c'est une autre histoire pour un autre jour. Les gouvernements occidentaux et européens, bien sûr, ont tous assisté. La plupart des pays du monde se sont soit abstenus, soit ont envoyé des fonctionnaires mineurs, juste des représentants qui n'ont pas participé. Zelensky est ensuite allé en Arabie Saoudite, et apparemment les Saoudiens avaient décidé de ne pas y aller. Mais il est allé 2 fois en Arabie Saoudite et a supplié MBS 2 fois pour qu'un représentant saoudien assiste. Les Américains sont intervenus, et les Saoudiens ont finalement envoyé leur ministre des Affaires étrangères. Quoi qu'il en soit, environ 92 pays et organisations internationales, y compris des entités comme l'Union européenne, ont assisté. Ils ont eu une discussion, et tous les dirigeants occidentaux ont dit exactement les mêmes choses. En d'autres termes, on aurait dit qu'ils utilisaient le même scénariste. Quelques dirigeants de l'UEMOBOMIRM et de l'OTAN ont laissé tomber le masque et ont dit des choses sur les Russes qui étaient tellement extrêmes, comme décoloniser la Russie et la démanteler, que je pense que cela aurait encore plus diminué le soutien à l'Ukraine et aux puissances occidentales. Ils ont finalement élaboré un communiqué final qui a été immensément réduit par rapport à ce qui était initialement prévu. Ils ont affirmé que 80 pays l'avaient signé et que 12 ne l'avaient pas fait. Les 12 qui n'ont pas signé incluaient des pays comme le Brésil, l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie et la Thaïlande. Quoi qu'il en soit, ils ont refusé de le signer. Ils ont prétendu pendant un moment que l'Irak et la Jordanie l'avaient signé, mais il s'avère qu'ils ne l'avaient pas fait. Donc, sur les 92 qui ont finalement assisté, seulement 78 ont signé ce communiqué, qui dit en gros très peu de choses. La seule partie vraiment intéressante est qu'il semble exiger que la centrale nucléaire de Zaporizhia soit rendue à l'Ukraine. Cette demande est tellement farfelue et absurde qu'elle n'a presque aucun sens. Pour ajouter au problème,
Poutine, la veille de la conférence, s'est adressé au Conseil du ministère des Affaires étrangères en Russie. Il a prononcé un discours colossal, l'un des plus impressionnants qu'il ait jamais donné sur la politique étrangère. Il a fourni un examen approfondi de l'état des relations internationales et des relations en Europe. Il a ensuite exposé quelles étaient les exigences russes pour la fin du conflit. Il a dit que l'Ukraine doit retirer inconditionnellement toutes ses troupes des 4 régions, Zaporijia, Kherson, Donetsk et Louhansk. Il peut alors y avoir un cessez-le-feu, mais la base sur laquelle le conflit se réglera sera Istanbul plus. L'Ukraine perd les 4 régions, plus la Crimée, accepte de ne pas entrer dans l'OTAN, accepte de se démilitariser et de se dénazifier. En d'autres termes, toutes les choses qu'il a toujours dites. Le premier jour de la conférence, au lieu de discuter du plan de Zelensky, tout le monde était discrètement regroupé pour parler de ce que Poutine avait dit. Ainsi, Poutine, qui n'a pas assisté, a dominé la conférence. Plus de pays se sont abstenus qu'ils n'ont assisté. Parmi ceux qui ont assisté, seul un certain nombre étaient prêts à signer le communiqué final. Même parmi ces pays, tous les grands leaders du Sud global, Modi, Lula, Ramaphosa d'Afrique du Sud et MBS, ont refusé de venir. C'était un véritable chaos. Nous avons vu le soutien à l'Ukraine passer d'environ 150 États qui ont voté les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU au début de la guerre à 78. Ces 78 incluent des pays comme la Hongrie et la Turquie, qui ont essentiellement signé le communiqué en raison de la pression qu'ils subissent. La Serbie aussi d'ailleurs. Et bien sûr, nous savons qu'ils ne sont pas vraiment d'accord non plus. Ce que cela a fait, c'est démontrer encore une fois l'effondrement complet du soutien au projet Ukraine dans le monde et la mesure dans laquelle la plupart du monde se réaligne maintenant discrètement avec les Russes. Désastre. Un morceau de papier complètement inutile, le communiqué. Si la Hongrie, la Serbie ou la Turquie l'ont signé, ils n'ont vraiment rien à perdre. Ils l'ont signé. Et alors? Cela n'a aucun sens. Et ils se débarrassent de la pression des États-Unis, parce que je suis sûr que les États-Unis exerçaient beaucoup de pression sur ces pays pour qu'ils signent le communiqué. Alors pourquoi ne pas le signer? Cela n'a aucun sens, et vous obtenez un peu de répit de la pression américaine. Le grand gagnant de cette conférence, même les membres du Parlement ukrainien l'ont admis, était la Russie et Poutine, parce que tout le monde parlait de la Russie et de Poutine et de son véritable cessez-le-feu de paix, ou du moins d'un point de départ pour les négociations. Vous pouvez penser que sa position est maximaliste. You may think his position is maximalist. You may think his position is too generous. Doesn't matter. Vous pouvez penser que sa position est trop généreuse. Cela n'a pas d'importance. Il a fait une proposition réelle pour entamer des négociations. Ce que les États-Unis et l'Ukraine auraient dû faire, c'est y répondre, afin qu'un certain type de dialogue et de processus puisse commencer. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont rejeté la proposition de Poutine d'emblée. Je suis sûr que les Russes savaient qu'ils le feraient. La Russie s'est avérée être la grande gagnante de toute cette conférence. Zelensky s'est avéré être le véritable grand perdant. Et je vais vous donner une autre idée qui m'est venue. L'autre gagnant du côté ukrainien était Yermak. Yermak, qui s'est présenté là-bas, a eu des réunions avec des dirigeants mondiaux et s'est présenté comme le véritable Yermak, le véritable homme qui dirige l'Ukraine. La conférence portait beaucoup sur l'apaisement des insécurités de Zelensky et tout le monde a réalisé qu'il était très inquiet de sa légitimité. Donc, beaucoup de dirigeants mondiaux étaient là pour le calmer. Yermak est venu à la conférence en parlant affaires. Je pense qu'il y a quelque chose là que beaucoup de gens ne discutent pas, mais Yermak est en fait sorti gagnant de cette conférence.
Il s'est révélé, à mon avis, comme la personne qui prend vraiment les décisions en Ukraine et peut prendre des décisions à l'avenir, peut-être même pour parvenir à un cessez-le-feu. Je ne sais pas, ce n'est qu'une théorie. Mais qu'en pensez-vous? This is just a theory, but what do you think about that? I absolutely agree. I mean, this conference, which was supposed Je suis tout à fait to d'accord. reaffirm Zelensky, Cette conférence qui était censée réaffirmer le leadership de Zelensky en Ukraine l'a au contraire sapé. and it's made it. Elle l'a fait paraître inefficace et a exposé son incapacité à travailler avec les dirigeants mondiaux. Yermak a dû intervenir et le faire à sa place. Bien que nous ayons maintenant vu qui détient le véritable pouvoir à Kiev, il est important de comprendre un point à propos d'Yermak. Oui, c'est un homme maître et apparemment dominateur. Cependant, il ne semble pas particulièrement populaire auprès des grands détenteurs de pouvoir à Kiev même. Il n'a aucun soutien, autant que je puisse voir, parmi la population plus large de l'Ukraine. Bien sûr, il n'est là que parce qu'il est le chef de cabinet de Zelensky. Si Zelensky part, Yermak n'a aucun rôle constitutionnel. Donc bien qu'il paraisse fort et soit une sorte de gagnant par rapport à Zelensky, sa position reste précaire. Mais bien sûr, sa position est très précaire. C'est là que nous arrivons au cynisme massif de toute l'affaire. Apparemment, ce que Zelensky et Yermak faisaient au sommet, appelons cela une conférence de paix, était assez révélateur. Au sommet suisse et dans les semaines précédentes, il disait à tout le monde, les Américains, les Britanniques, les Allemands, les Européens, les Suisses et les pays du Sud global, que oui, les choses sur le front ne semblent pas très bonnes en ce moment. Cependant, ils ont assuré à tout le monde qu'ils recevaient de nouvelles armes des Américains, y compris des F-16. Le Congrès a autorisé un nouveau paquet d'aides et ils obtiennent également plus de financement et de soutien de la part des Européens. Ils entreprennent également des efforts de mobilisation significatifs. En 2025, nous serons en mesure de reprendre l'offensive. Nous repousserons les Russes et reprendrons une grande partie du terrain que nous perdons actuellement. Peut-être que nous repousserons les Russes encore plus loin. Si vous restez avec nous et continuez à nous soutenir, nous serons en mesure de forcer les Russes à accepter nos conditions. Maintenant, je pense que toute personne familière avec ce qui se passe réellement sur les champs de bataille et la situation en Ukraine sait que tout ce récit est délirant. Mais je le lis de plus en plus dans les médias occidentaux. Il y a article après article publiés à ce sujet. Il y en a un dans le Financial Times, par exemple. Cet article dans le Financial Times a finalement révélé que ce récit vient des Ukrainiens. Ce sont les Ukrainiens qui répandent ce récit. Et quand nous parlons des Ukrainiens, c'est évidemment de Zelensky et Yermak. C'est l'histoire qu'ils ont racontée aux pays du Sud global pour essayer de les faire assister à cette conférence. C'est l'histoire qu'ils racontent aux Américains et aux Européens. Bien sûr, cela ne fait que prolonger la guerre, car cela permet à Zelensky et Yermak de rejeter les négociations basées sur les propositions faites par Poutine. La raison pour laquelle ils font cela est que, même s'ils savent qu'ils finiront par perdre, ils savent aussi que s'ils commencent des négociations et mettent fin à la guerre, ils perdront immédiatement le pouvoir. Leur position politique entière en Ukraine s'effondrera. Donc ils ont un intérêt à maintenir la guerre. C'est une situation terrible et cynique. Le problème est que personne en Occident ne semble avoir l'intelligence, le courage ou peut-être même la compréhension pour y mettre fin. Non, ils essayent définitivement de gagner du temps. C'est évident. Même Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, a publié une déclaration disant à peu près la même chose. Il a mentionné qu'il y aura une autre conférence.
De nombreux pays parlent maintenant d'une deuxième conférence de paix suisse. Je ne sais pas si elle se tiendra à nouveau en Suisse, mais ils la désignent comme une autre conférence de paix suisse. Le but de cette prochaine conférence est d'inviter la Russie et d'essayer de parvenir à un cessez-le-feu ou à un règlement négocié, ou du moins de commencer le processus de règlement négocié. Kuleba a déclaré que lors de la prochaine conférence, l'Ukraine aura un certain levier de négociation. Je suis sûr que le récit sera qu'une fois la deuxième conférence terminée, et si c'est aussi un fiasco, le récit se déplacera vers l'obtention d'un levier lors de la troisième conférence. Quand ils parlent de levier, ils veulent dire repousser les Russes et forcer Poutine à accepter les conditions de l'Ukraine ou des États-Unis. Donc oui, ils essaient de gagner du temps. Il n'y a aucun doute là-dessus. La question est de savoir s'ils essaient de gagner du temps pour préparer leur sortie ou s'ils essaient simplement de gagner du temps pour déterminer quoi faire afin de rester au pouvoir ou d'infliger une sorte de défaite à la Russie. Cela pourrait les amener à une négociation et leur permettre de dire « Ok, nous avons enfin obtenu le levier que nous voulions grâce à cette victoire tactique. » Ensuite, ils pourraient entrer en négociation. Il est juste difficile de voir exactement pourquoi ils essaient de gagner ce temps. Eh bien, je dois dire ceci. D'après ma propre expérience du travail que je faisais, conseiller les gens, ceux qui se trouvent dans des situations sans issue, essaient souvent de prolonger les choses aussi longtemps qu'ils le peuvent. Ils le font dans l'espoir que quelque chose se produira qui transformera la situation en leur faveur. En cours de route, ils rationalisent non seulement ce qui pourrait renverser la situation pour eux, mais ils donnent aussi différentes raisons pour leur propre motivation. Donc, d'une part, je peux parfaitement imaginer Zelensky et Yaron Mark se dire l'un à l'autre: nous devons continuer à nous battre parce que nous devons sauver l'Ukraine. Ils peuvent dire cela aussi. En même temps, ils peuvent se dire, nous devons continuer cela aussi longtemps que possible parce que nous devons organiser nos refuges et obtenir autant d'argent de l'Ukraine que possible. Les gens peuvent croire ou dire ces choses totalement contradictoires et différentes, pas exactement en même temps, mais le même jour. Le matin, ils diront une chose, le soir, ils diront autre chose et oscilleront entre les deux. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement de Yermak et Zelensky, mais de toutes sortes d'autres fonctionnaires, certains probablement plus cyniques et déterminés que Zelensky et Yermak. About things than Zelensky and Yermak are. But a lot of them will be saying to themselves, mais beaucoup d'entre eux penseront « gagner autant d'argent que je peux maintenant, car dans quelques mois, je suis dehors ». J'entends des histoires, et je crois que vous pouvez le confirmer, que dans divers endroits du monde, dans tous les refuges habituels, vous voyez soudainement des flots d'argent ukrainien apparaître. Je dis argent ukrainien, mais bien sûr, ce n'est pas vraiment de l'argent ukrainien du tout. C'est de l'argent venant d'Ukraine. Cela a été largement rapporté, sauf pour un article que j'ai vu dans le Financial Times. Le moratoire de l'Ukraine sur le remboursement de sa dette à ses obligataires doit expirer en août. Les Ukrainiens s'adressent maintenant aux détenteurs d'obligations et exigent une réduction de 60% de leurs dettes, tout en demandant plus d'argent à l'Occident. Cela inclut le prêt de 50 milliards de dollars dont nous avons discuté l'autre jour. Zelensky parle également des 300 milliards de dollars de fonds russes qui ont été gelés. Vous pouvez voir ce qui se passe. D'une part, ils se disent qu'ils doivent continuer à se battre, parce que sinon, les Russes les surpasseront. D'autres, ils pensent en autant d'argent que possible du pays. Oui, c'est aussi une question d'autopréservation. Je pense que tous ces gars, même Yermak,
Podolyak et Zelensky peuvent facilement se retourner les uns contre les autres, parce que c'est une question d'autopréservation. Ils ont certainement des motivations différentes pour s'assurer qu'ils peuvent survivre à ce chaos dans lequel ils se trouvent. Et ils se trahiront facilement les uns les autres. Facilement. Je n'en doute pas. Ils n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Alors couvrons deux autres points. Abordons deux autres sujets. J'aimerais avoir vos commentaires sur ces sujets liés au projet Ukraine. Pourquoi pensez-vous que le New York Times a publié les accords d'Istanbul de 2022 et tous les documents connexes? Pourquoi pensez-vous qu'ils ont publié cela le même jour où Poutine a énoncé ses conditions pour commencer les négociations? C'est une question très intéressante. D'ailleurs, un document, à ma connaissance, a été omis. Le New York Times a admis que les garanties de sécurité et de nombreuses dispositions ne couvraient pas certaines zones spécifiques de l'Ukraine. Ils n'ont pas fourni le document qui précisait quel territoire était exclu, mais je peux vous dire que c'était le Donbass. Et pas seulement le Donbass selon les lignes de front de 2015, mais l'ensemble du Donbass. En d'autres termes, les oblasts, les deux régions Donetsk et Lugansk. Je le sais parce qu'en mars et avril 2022, tous les détails s'étaient discutés. Back in 2022, in March 2022, April 2022, all of the details of these negotiations, the entire range of agreements was basically... L'ensemble des accords a été essentiellement divulgué au Financial Times par des négociateurs ukrainiens qui les ont présentés de manière extrêmement positive. Ils voulaient révéler à quel point les Russes avaient soi-disant fait des concessions. D'ailleurs, et juste entre parenthèses à ce sujet, en parcourant ces documents, il est clair que ces responsables ukrainiens qui parlaient au Financial Times en 2022, si je me souviens bien, Podolyak, un autre des conseillers de Zelensky en faisait partie, présentaient définitivement de manière positive ce à quoi l'Ukraine avait consenti. Ils faisaient paraître que leurs concessions aux Russes allaient beaucoup plus loin qu'ils ne le disaient à l'époque. Mais bon, mettons tout cela de côté. Pourquoi tout cela est-il publié maintenant? C'est une très bonne question. Maintenant, je pense, et c'est mon propre sentiment parce que je ne vois vraiment aucune autre explication à cela, que le véritable but de publier tout ce matériel maintenant est que certaines personnes à Washington, en particulier au Pentagone, et probablement dans la communauté du renseignement, comprennent que la guerre en Ukraine est perdue et qu'elles veulent des négociations. Elles veulent souligner le fait qu'il y avait des projets d'accord presque atteints à Istanbul en mars et avril. Elles veulent tendre la main aux Russes et dire « Pouvons-nous revenir en arrière et parler de quelque chose de ce genre ?» and talk about something of this sort. Notice that this all came out at about the same time that Putin himself... Remarquez que tout cela est sorti à peu près au même moment où Poutine lui-même parlait du processus d'Istanbul comme base de toute future négociation pour la Russie. Ainsi, certains Américains se disent « Eh bien, peut-être que c'est ce que nous devons faire ». Il est important de clarifier ce que cet accord d'Istanbul, dont Poutine parle toujours, signifie réellement. Cependant, Poutine a depuis déclaré que ce qui avait été convenu à Istanbul en mars et avril 2022 ne reflète plus les réalités actuelles sur le terrain. Il doit donc être ajusté. Je soupçonne que ce qui a poussé Poutine à clarifier et à faire cette déclaration, en exposant ses idées de manière si précise, c'est qu'il a peut-être entendu dire que certaines personnes aux États-Unis essaient de trouver un moyen de revenir à l'accord original d'Istanbul. C'est peut-être pour cela
qu'ils ont publié tous les documents d'Istanbul de la manière dont ils l'ont fait. Il me semble qu'une sorte de discussion entre les Américains et les Russes a lieu. Mais les Russes disent, écoutez, si vous pensez que nous allons simplement revenir à Istanbul, alors vous vous trompez. Il doit s'agir d'Istanbul plus. Nous ne sommes pas prêts à négocier sur une autre base. That was my conclusion as well, by the way. That's how I saw it. C'était aussi ma conclusion. C'est comme ça que je l'ai vu. En fait, je l'ai vu de deux manières différentes. Il y avait des forces dans la communauté du renseignement américain, ou l'État profond, peu importe comment vous l'appelez, qui disaient d'accord, nous devons trouver une issue à cela. Alors, publions les accords d'Istanbul et voyons si nous pouvons commencer à trouver un terrain d'entente avec la Russie. J'ai même pensé que cela pourrait aller plus loin. Même les néoconservateurs pro-conflit avec la Chine ont peut-être poussé cela en disant « Nous devons en finir avec l'Ukraine parce que nous devons passer à Taïwan et à la Chine. » Alors mettons ces choses sur la table et essayons de trouver un terrain d'entente avec les Russes parce que nous perdons du temps avec la Chine et Taïwan. Je pensais aussi dans ce sens. So I mean, I was thinking along those lines as well. I think it's absolutely correct. Given that the G7, and I was thinking, I have. Je pense que c'est absolument correct. Je dois dire que je pensais la même chose à cause du communiqué du G7. Nous en avons parlé. Et le fait que les États-Unis se positionnent maintenant pour imposer des sanctions à grande échelle sur le système financier chinois. Ils vont utiliser des sanctions secondaires pour cela. Les Européens ont maintenant été contraints d'imposer de gros tarifs sur les voitures électriques chinoises, peu de temps après que les Américains aient fait de même. Nous avons eu une réponse incroyablement forte du gouvernement chinois. Il y avait un article féroce hier dans le Global Times disant essentiellement que tout le communiqué du G7 est un acte d'hypocrisie et une attaque contre la Chine. Les Chinois ne l'accepteront tout simplement pas et ne resteront pas les bras croisés pour se laisser écraser. Let themselves be steamrolled over. And then there was that very weird story about. Et puis il y avait cette histoire très étrange à propos de Xi Jinping, disant à Ursula von der Leyen qu'il sentait que les Américains essayaient de pousser la Chine à entrer en guerre à propos de Taïwan. Il a dit qu'il ne tomberait pas dans le piège et ne se laisserait pas entraîner dans un tel conflit. J'ai deux problèmes avec cette histoire, qui est apparue dans le Financial Times. Premièrement, je pense qu'il est inconcevable que Xi Jinping dise quelque chose comme ça à Ursula von der Leyen. Il ne partagerait pas une pensée aussi privée avec quelqu'un comme elle. Il pourrait dire cela à quelqu'un comme Maloney, par exemple. Je doute qu'il le ferait, mais je ne peux pas l'imaginer dire quelque chose comme ça à Ursula. I doubt that he would, by the way, but I cannot imagine that he would have said something like that to Ursula. And saying what he said to a Western leader seems. Dire ce qu'il a dit à un leader occidental semble contredire la position officielle chinoise, qui est que Taïwan est une ligne rouge pour la Chine, et que la Chine ne restera pas les bras croisés et ne laissera pas le cours de l'indépendance que les autorités taïwanaises actuelles poursuivent suivre son cours. Xi Jinping a dit cela dans des forums publics et lors de réunions qu'il a eues avec Biden, Blinken et d'autres responsables. Alors pourquoi voudrait-il saper sa propre ligne rouge? Il semble plus probable que cette histoire ait été répandue parce que les durs aux États-Unis veulent escalader contre la Chine. Ils veulent rassurer les gens en Europe, en particulier, que les Chinois bluffent. Je pense que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Vous pourriez donc voir un pivot dans l'orientation néoconservatrice vers la Chine. Cela signifie trouver un moyen de sortir de ce bourbier avec l'Ukraine. Il est plausible qu'il propose maintenant Istanbul comme base de négociation avec les Russes. Cela a provoqué un discours colossal de Poutine. Poutine dit qu'Istanbul ne suffit tout simplement pas. Il faut Istanbul plus. Mais remarquez que Poutine ne dit pas seulement que cela s'arrête à Istanbul plus.
Il faut une restructuration de l'architecture de sécurité à travers l'Eurasie. Cela signifie bien sûr que les Chinois doivent être impliqués. Cela serait complètement inacceptable pour les néoconservateurs radicaux aux États-Unis. Donc, ce que Poutine signale encore une fois, c'est qu'il n'y a aucun moyen que les Russes jettent les Chinois sous le bus. Les Chinois les ont soutenus et ils soutiendront la Chine. D'accord. Faisons encore une question, puis nous conclurons cette vidéo. Que pensez-vous des commentaires de l'OTAN et de Stoltenberg, faisant référence au fait qu'ils vont préparer leur arsenal nucléaire? Et qu'a dit d'autre Stoltenberg? Ils ont 300 000 soldats prêts à intervenir dans le conflit avec la Russie. Que pensez-vous de toutes ces déclarations de Stoltenberg? Ce qu'ils nous disent, c'est que tout ce discours des Européens, de l'OTAN et de certaines personnes aux États-Unis, suggérant que Poutine bluffe simplement avec ses avertissements à l'Occident, n'est pas entièrement cru. Il y a des gens au sein de l'OTAN, et particulièrement à Washington, qui comprennent parfaitement bien qu'il ne bluffe pas. Certains individus au sein du système de l'OTAN deviennent de plus en plus alarmés. Ce qui a probablement provoqué les dernières sonnettes d'alarme, ce sont les rapports indiquant que les F-16 seront basés en Roumanie plutôt qu'en Ukraine. Les Russes ont publiquement menacé de frapper les F-16 en Roumanie si ces F-16 participent au combat en Ukraine. S'ils décollent des bases roumaines et engagent la force aérienne russe en Ukraine, les Russes les frapperont. Les Russes ont également mené des exercices nucléaires et déclaré que si l'Occident intervient en Ukraine, ils sont prêts. Certaines personnes disent « Mon Dieu, Poutine ne bluffe clairement pas. » Nous sommes dans une situation très dangereuse, en effet. Nous devons montrer à Poutine que nous sommes également forts et que nous pouvons contrer la Russie de manière égale. C'est de là que ça vient. Je pense que c'est en fait un signe d'alarme. Oui, l'OTAN dispose de 300 000 soldats. Certains ont dit que le nombre total de forces de l'OTAN en Europe est d'environ 500 000. Poutine a déclaré que l'armée russe combattant en Ukraine compte maintenant 700 000 hommes. Cependant, la plupart d'entre eux ne combattent pas en Ukraine. Ce n'est qu'une fraction de cette force qui est réellement impliquée dans les combats quotidiens. Mais il y a maintenant 700 000 hommes là-bas. Je pense que les gens de l'OTAN comprennent parfaitement bien que les armées terrestres occidentales ne sont pas de taille face à cette force russe, bien plus puissante, mieux organisée, expérimentée au combat et aguerrie. Certaines de ces armées de l'OTAN, vous savez, existent sur le papier, mais elles ne sont pas vraiment prêtes au combat. L'armée britannique n'est pas prête au combat. Donc je pense qu'ils comprennent cela aussi. Les discussions sur les armes nucléaires et les armes nucléaires tactiques doivent être très très prudentes. Si cela s'intensifie, s'ils continuent à essayer d'équilibrer les avertissements russes avec leurs propres avertissements, cela pourrait provoquer une alarme en Europe. Et bien sûr, j'ai entendu Gvor Karmazian nous dire cela en Russie. Gvor Karmazian told us this in a live stream we recently did with him, but people le live stream que nous avons récemment fait avec lui. Mais des gens en Allemagne m'ont également dit que le facteur le plus important pour persuader les jeunes en particulier de voter pour l'AfD aux élections du Parlement européen, celui qui revenait le plus souvent lorsque l'on parlait aux jeunes, était le conflit en Ukraine et la menace pour la paix en Europe. C'est donc un jeu dangereux auquel l'OTAN joue. Mais comme je l'ai dit, le fait qu'ils aient donné leurs propres avertissements
et parler de la possibilité de mettre leurs armes nucléaires tactiques à un niveau de préparation plus élevé montre qu'ils comprennent parfaitement bien que les Russes ne bluffent pas, malgré tout le tapage et la prétention que nous avons vus de toutes sortes de personnes. Despite all the bluster and pretense that we've been seeing from all kinds of people in the media. And by the Dans les médias, et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose. S'ils réalisent que les Russes ne bluffent pas, il est plus probable qu'ils reculent. then it's more likely that they'll Très bien, nous allons en rester là. TheDuranLocals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Allez à la boutique The Duran et utilisez le code Football24 pour obtenir des articles de football. Prenez soin de vous. Pick up some football merch. Take care.